installez-vous très confortablement, que vous soyez dans les équipes de développement habituellement, enfin en tout cas que le DevOps soit un sujet qui vous intéresse, manager d'une équipe ou simplement passionné de technologie. Bienvenue à cette session qui s'intitule DevOps Next Level avec Amazon Code Catalyst et l'IA générative. Mais avant ça, laissez-nous nous présenter. Je m'appelle Marin Mouscadet, je suis architecte solution chez AWS depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Laurent, si tu veux bien te présenter. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Laurent Delhomme. Je suis architecte DevOps dans l'équipe Professional Services pour les clients finance et assurance. Et dans mon travail de tous les jours, un des aspects que j'adore, c'est d'accompagner les clients à l'usage du cloud AWS, mais surtout de leur expliquer en quoi ce déplacement vers le cloud AWS va transformer la façon dont ils vont faire de l'IT et du service. Et justement, le sujet dont on va parler aujourd'hui est un sujet hautement transformatif, qui est l'usage d'Amazon Code Catalyst augmenté d'Amazon Q. Donc, on verra ça au fur et à mesure dans la session. Mais revenons déjà au début. Qu'est-ce que Amazon Code Catalyst? Donc Amazon Code Catalyst a été lancé en 2022 à Re-Event, puis disponible intégralement à partir de avril 2023. Nos clients nous ont demandé un outil qui doit être le meilleur outil pour eux, pour déployer des applications, pour concevoir des applications, pour gérer des applications sur le cloud AWS. Et c'est le but d'Amazon Code Catalyst. Donc, Amazon Code Catalyst regroupe 3 très grosses catégories de fonctionnalités. Une première catégorie qui vous permet d'itérer et de collaborer autour du code. Une deuxième catégorie qui va vous permettre de tester et de déployer vos applications grâce à des pipelines très puissants fournis directement par Amazon Code Catalyst. Et enfin, Amazon Code Catalyst va vous permettre de faire de la gestion d'équipes, de projets, de gérer d'un issue board, et pour chacune des issues, suivre l'avancement de réalisation, les différents problèmes que vous pouvez rencontrer, et également vous mettre des notifications sur l'avancement de ces issues dans l'issue board. Après un an d'utilisation, à Re-Event en 2023, et suite au retour que nous avons eu de la part de nos clients dans l'usage d'Amazon Code Catalyst, nous avons rajouté des fonctionnalités donc, qui ont été annoncées à Re-Event et qui sont aujourd'hui disponibles. Elles sont groupées par 4 grosses familles. Donc, nous avons identifié un usage qui est un usage entreprise. Et pour cet usage entreprise, nous avons donc créé une nouvelle souscription entreprise qui permet à nos utilisateurs entreprises d'avoir une augmentation des capacités de Amazon Code Catalyst en rapport avec l'augmentation des ressources nécessaires à supporter tous ces utilisateurs. Donc ça, c'est la souscription entreprise. Plus d'utilisateurs, donc plus de problèmes de sécurité, donc SSO, interconnecté bien sûr et en relation avec Identity Center, et gestion d'équipe. Ça, c'est tout à fait cohérent. Également en termes de sécurité, Amazon Code Catalyst vous permet aujourd'hui de gérer et de déployer vos softwares dans des VPC privés et de manière totalement sécurisée depuis Amazon Code Catalyst. Enfin, l'automatisation. Donc l'automatisation, c'est le cœur de DevOps. Et nous avons amélioré les pipelines disponibles dans Amazon Code Catalyst afin, de vous permettre de déployer du Terraform, 2, de vous permettre d'avoir, grâce à un SDK, la possibilité de piloter de l'extérieur vos pipelines pour les monitorer ou pour les déclencher sur des événements différents ou totalement externes à Code Catalyst. Enfin, la gestion de projet et les projets personnalisés. Alors la gestion de projet, quand on fait une application, on a forcément un projet. Et donc, pour simplifier l'usage d'Amazon Code Catalyst et pour accélérer la rapidité à laquelle on va pouvoir créer une application, on a mis en place un système qui permet d'avoir des templates de projets. Donc c'est ce qu'on appelle les blueprints. Donc, les blueprints vous arrivent avec
un début de code, des pipelines qui sont déjà configurés. C'est une application complète. Et quand les clients ont vu ça, ce qui les a intéressés, c'est de dire, mais nous, on aimerait bien faire nos propres modèles pour pouvoir les diffuser dans l'entreprise avec notre singularité de la façon dont on fait du DevOps chez nous. Et c'est ce qui a été fait avec la possibilité de créer et de gérer dans le temps vos propres blueprints. Revenons sur le cœur de la présentation, qui est l'IA générative dans Amazon Code Catalyst. Alors, vous l'avez tous vu, vous le vivez aujourd'hui tous les jours. L'assistant génératif à base d'intelligence artificielle est de plus en plus important dans tout un tas de domaines. Et il l'est bien sûr dans le DevOps, dans la fabrication d'applications, dans la génération de code. Et il est aujourd'hui disponible grâce à Amazon Q dans Amazon Code Catalyst. Ce que vous allez pouvoir faire avec Amazon Q, c'est que vous allez pouvoir développer avec Amazon Q. Vous allez aussi pouvoir mieux gérer vos pull requests et mieux gérer les commentaires de vos pull requests. Et c'est ce que nous allons voir lors de la démo qui va suivre, et des démos qui vont suivre. C'est pour ça que je vais repasser la main à mon collègue Marin, qui va vous présenter les capacités de développement qui sont vraiment bluffantes de Amazon Code Catalyst. Merci beaucoup Laurent pour cette introduction. Bon, avant de passer un peu au cœur du sujet et à une petite démonstration, je voulais revenir sur quelles sont les fonctionnalités un peu que peuvent offrir Amazon Q dans Code Catalyst, notamment sur les fonctionnalités de développement. Et avant ça, je voudrais qu'on reparte un peu de ce qu'on a l'habitude de faire lorsqu'on lance un nouveau projet, ce qu'expliquait Laurent, ou ce qu'on fait en fait de manière générale quand on doit résoudre un problème, ce genre de choses dans les équipes de dev classiques. Le premier, alors qu'on est censé faire, c'est documenter du code. C'est assez rébarbatif souvent, c'est quelque chose qui peut être plus ou moins fait, mais on en reparlera. Enfin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer une approche. On verra comment c'est important, mais pour résoudre un problème, généralement, on a des étapes. Enfin, on va écrire du code qui corresponde à l'approche qu'on a développée. Est-ce que je dois passer par X? Est-ce que je dois passer par Y? Et on va écrire ce code. Est-ce que je dois changer un wrapper? Est-ce que je dois changer une API? Ce genre de choses. Enfin, une fois qu'on a écrit ce code, on va donc faire notre pull request avec les changements qu'on a faits. Et enfin, on va surveiller les workflows. Ça veut dire quoi? Vérifier que ma plateforme, mon CI/CD fonctionne, que j'ai bien des éléments, par exemple, de tests qui ont été implémentés, du linter, ce genre de choses qu'on peut mettre directement dans des workflows après une pull request, peut-être avant un merge, voire même jusqu'à un déploiement. Mais bon, ça, c'est les fonctionnalités. Ce que je trouve beaucoup plus marrant, c'est quand même d'aller voir en vrai. Donc, on va directement lancer une petite démo. La première qu'on va voir ici, c'est que je vais pouvoir créer un projet dans Code Catalyst. Donc, bienvenue dans Code Catalyst. Je vois que j'ai trois options. Je peux démarrer avec un blueprint, ce qu'expliquait Laurent, je peux démarrer vers un projet vide, ou je peux importer mes propres blueprints. Ce que je vais faire, moi, dans un premier temps, c'est lancer une application 3 tiers, assez classique, avec un back-end, un front-end et une base de données Dynamo. On voit ici que Code Catalyst me donne la liste des permissions que je dois utiliser et lui donner, pour ensuite lui permettre de déployer toute cette architecture et tout ce code sur mon compte AWS. Donc ce que je vais faire en l'occurrence, je vois que je peux donner des paramètres, un nom, je vais le choisir, je vais l'appeler Reinvent 2023 comme vous pouvez vous en douter. Je vais lui donner un compte AWS sur lequel je veux déployer l'ensemble de mes ressources. Et ensuite, je vais devoir lui donner un rôle qui est lié à ce compte AWS avec les permissions qu'on a vues juste avant. Enfin, on voit que je peux changer par exemple le compute, ce genre de choses, mais pour le bien-être de cette démo, je vais tout laisser par défaut. Le temps que ça se fasse, je vais pouvoir avoir ensuite accès à l'ensemble de mon application qui va être déployée dans Code Catalyst, déployée sur mon compte AWS. Comme on peut voir à gauche, j'ai une première fois une overview de l'application. J'ai ensuite un Kanban board assez classique sur la gestion des issues, mais on y reviendra parce que c'est notamment là où on peut interagir avec Amazon Q. On peut voir également que j'ai accès à mon code source, évidemment, avec tout ce que m'a déployé mon application. Ça va être des CDK stack en l'occurrence, avec mon front-end, mon back-end. J'ai un premier README qui était celui que je voyais tout à l'heure avec les explications de mon application, également mon architecture. Et enfin, j'ai mes fameux workflows dont je parlais tout à l'heure, et j'en vois que j'en ai deux. Le premier workflow, c'est mon workflow de déploiement d'application. Donc vraiment, je vois où est-ce que mon application est déployée dans mon compte AWS et je vois qu'il est déjà en train de tourner parce que j'ai demandé à mon application d'être déployée lorsque j'ai créé mon application initialement. Et enfin, le deuxième, c'est sur une pull request. J'ai un élément qui va être
qui va être vu, pardon. Et ici, c'est le code guru, code reviewer, qui va venir checker est-ce que mon code correspond aux best practices de sécurité, mais ça, pareil, on y reviendra plus tard. La première étape, c'est qu'on va être nombreux dans cette équipe de développement à travailler sur ce projet. Il me faut donc un README. Un README parce que j'ai vu qu'il y avait un dossier CDK Stack. Et je ne sais pas trop à quoi il correspond ce projet CDK Stack. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller créer une issue d'abord. Cette issue, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais c'est pas très grave. C'est, hop, je vais remettre là. Allez. Je vais aller créer d'abord une issue. Une issue, ce que je vous disais, c'est là où on peut interagir avec Amazon Q. Donc initialement, ce que ça va faire, c'est que je vais demander, en créant une issue à Amazon Q, tout simplement, de me faire un README. Je vais lui dire, j'ai vu un dossier de CDK Stack. Est-ce que tu peux me le résumer et me créer un README directement dans ce fichier-là, dans ce dossier-là? Dans ce dossier CDK Stack, je veux donc un README file qui m'explique ce que font mes CDK Stack de mon côté. Là, Q, ce que je vais faire, donc quand je lui assigne, la première étape qu'il va faire, c'est qu'il va me la bloquer. Il a besoin d'informations. On voit, par exemple, le chemin qu'il va prendre Q pour m'aider. Dans un premier temps, il va lire le répertoire. C'est normal, il a besoin du code. Ensuite, il va faire un peu comme ce que fait un humain, il va générer ce qu'on appelle un background, générer la fameuse approche dont on parlait plus tôt, générer du code et générer une pull request. On voit qu'il me pose deux questions dans un premier temps. La première question, c'est est-ce que je vais faire de l'itération? Est-ce que je vais itérer sur ma demande? On verra l'itération un peu plus tard pendant cette discussion. Je ne vais pas le faire. Et enfin, le deuxième, c'est est-ce que je veux modifier un de mes workflows? Là encore, je ne veux pas faire de modification de workflow, je veux juste créer un README qui m'explique ce que font mes CDK Stack dans mon projet. Enfin, je vais faire une petite avance rapide sur tout ce qui va se passer, sur toutes les étapes que Q va suivre, que ce soit la génération du code, la génération de l'approche, ce genre de choses. Il faut savoir que ça a pris à peu près 6 minutes. Et une fois qu'on a l'ensemble des informations, on peut regarder ce que Amazon Q nous dit au niveau du code Catalyst. Dans un premier temps, il va nous donner un peu le background. Enfin, il va nous générer l'approche. On va voir que l'approche, c'est quoi? C'est créer un README dans le CDK Stack. Ensuite, c'est écrire dans un fichier les différents éléments. Enfin, une fois qu'il a tout ça, ce qu'il va faire, c'est là où je vais faire ma petite avance rapide, c'est qu'il va générer du code et créer la pull request. Une fois que c'est fait, moi, je vais aller voir sa pull request quand même. Ça m'intéresse de voir ce qu'il y a dedans plus précisément. Enfin, on peut voir qu'il a généré son approche. Voici ce que fait mes CDK Stack. J'en ai 3, WebStack, Container App Stack et Serverless App Stack. Et on peut voir également dans les changements qu'il a fait, c'est qu'il a créé un README dans le dossier CDK Stack. Donc exactement ce que je lui ai demandé en expliquant les stacks. C'est quand même pratique. Enfin, je ne sais pas vous, mais personnellement, écrire notamment des README, c'est pas ce qui me passionne le plus lorsque je travaille sur un projet. Bon, ça c'est chouette. Je vais pouvoir push ma modification. J'ai mon README. On voit également que directement sur ce projet-là, en fait, j'ai un workflow qui s'est relancé. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que j'ai fait une modification, donc mon workflow recommence sur les pull requests. Bon, encore une fois, on peut en parler, c'était code guru, code reviewer. Enfin, j'ai envie de faire une deuxième modification. Je veux modifier ce workflow. Mais par contre, le YAML des workflows, celui qu'on a vu en quelques secondes là, j'y connais vraiment rien du tout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais redemander à Q, je suis un peu flemmard de ce côté-là, et donc je vais créer une nouvelle issue. Et je vais lui dire que je veux ajouter un linter, et ESLint très précisément, sur mon workflow de pull request. Donc je vais détailler un peu, utiliser la build action par exemple, sur la pull request, l'appeler linter, et enfin, je vais encore une fois l'assigner à Q. Pourquoi? Parce que le YAML, ce que je disais, moi j'y connais pas grand-chose, et si Q peut le faire, c'est quand même plus sympa. Enfin, on voit qu'il y a la même demande, il y a les mêmes besoins. Est-ce qu'on veut itérer dessus? Non, moi je pense que j'en ai pas besoin de ce coup-ci. On verra plus tard. Et ce coup-ci, il me demande est-ce qu'il a la permission de modifier des workflows? Ah oui, c'est ce que je veux. Moi, je veux modifier mon workflow sur les pull requests pour rajouter mon linter. Donc ce coup-ci, je vais lui dire oui. Il a le droit. Enfin, il va reprendre la même approche. La lecture du code source, générer le background, générer l'approche qu'il va utiliser, générer le code, créer la pull request. Bon, ça a été en accéléré aussi ici, ça a pris à peu près 4-5 minutes. Donc là, il nous remonte son approche, etc.
Mais en fait, moi, je peux aller regarder le code qu'il a changé, le YAML, etc. Mais bon, in fine, je suis pas trop avancé, j'y connais pas grand-chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement voir le workflow qu'il a modifié. Et on voit qu'il m'a bien ajouté mon linter, il m'a bien ajouté mon ESLint. Et que directement, vu que j'ai fait une pull request, bah en fait, bah, il va le faire tourner tout simplement. Et on voit que j'ai une erreur sur mon npm run lint. Il y a quelque chose qui ne va pas dans mon code. Bon, à première vue, j'ai un warning et 3 erreurs. Line 53, line 64 et line 85. Bon, ça veut dire déjà que mon linter fonctionne. Ça, c'est chouette. Mon ESLint fonctionne. Donc, ce que je vais faire, tout simplement, vu que ça fonctionne, alors après, j'ai des problèmes de code à résoudre, mais en tout cas, mon linter est bon. Je vais tout simplement merge directement avec ma branche pour dire, en fait, ça, c'est bon, ça me va comme information. Donc je vais le merge, j'ai été un peu en avance, je vais le merge en disant c'est bon, j'approuve la pull request. In fine, c'est exactement ce que je voulais. Même si j'ai ces petits problèmes de code à résoudre. On merge. Enfin, maintenant j'ai quand même 3 erreurs et un warning. Je vais vouloir régler ça aussi. Bon, pour le coup, j'ai 3 erreurs et un warning. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'occuper du warning, c'est pas grave. Je vais prendre au moins une erreur pour l'exemple. Et là, celle que je veux prendre, je vais prendre la 3e erreur. Ligne 85, vbind key, directive to use the variable which are defined by the v4 directive. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire. Moi, j'ai pris un blueprint directement disponible, donc ça, je ne sais absolument pas. Je crois que c'est une erreur de vue, visiblement, que j'ai, moi, dans mon côté, quasiment jamais utilisée. Là, en fait, encore une fois, je suis un peu flemmard. D'habitude, j'aurais copié-collé directement sur Google en cherchant sur Stack Overflow. Bah, ce coup-ci, je vais faire un peu pareil, mais je vais redemander à Q de le faire. Je vais dire à Q, j'ai une erreur, il est à tel fichier, tel file, est-ce que tu peux m'aider? Pareil, il va me demander les mêmes choses. Est-ce que je veux itérer? Encore une fois, on garde l'itération pour un peu plus tard. Et enfin, est-ce que je veux faire une modification de workflow? Encore une fois, non, j'ai pas de workflow à modifier. Ce coup-ci, je veux qu'on modifie du code directement. Et je vais confirmer. Encore une fois, Q va utiliser les mêmes éléments que la dernière fois. Donc, lire le répertoire, générer le background, générer l'approche, générer du code, générer la pull request. Encore une fois, on n'avait pas beaucoup de temps ensemble aujourd'hui, on l'a un peu accéléré. Et enfin, je pourrais aller voir les changements qu'il a fait. Mais en fait, je vais directement aller voir dans mon workflow, je vais aller voir mon npm run lint, et je vais voir en fait, est-ce que mon erreur à ma ligne 85 a disparu ou pas. Heureusement, à chaque fois que je fais une pull request, j'ai mon workflow qui se lance, et du coup, je peux aller voir mon npm run lint directement. On voit qu'il y a toujours des erreurs dans le npm run lint, mais c'est normal, on s'y attend. Forcément, j'en ai corrigé qu'une sur les 3. Et on voit bien en tout cas que mon erreur a disparu. Il n'y a plus d'erreur à la ligne 85. Et je peux même aller voir le changement directement qui a été fait. Et on voit, alors pour ceux qui connaissent peut-être le Vue, ça vous parle, mais en tout cas, voici le changement qui a été fait sur ce code-là. Bon, c'est sympa. Ce qu'on a pu voir, Q nous a aidé de 3 façons aujourd'hui. La première, pour l'instant, en écrivant un README qui expliquait ce que faisait un CDK stack. Ça va me permettre d'onboarder beaucoup plus rapidement les membres de mon équipe. Le deuxième, il m'a modifié un workflow de pull request pour y ajouter un linter. Encore une fois, en plus, c'est du YAML, j'y connais rien. Et le troisième point, c'est qu'il a directement fait une modification suite à une erreur que j'avais dans ce linter, en lui demandant directement, peux-tu me corriger cette erreur, j'y connais rien. Et il m'a fait cette modification. Avant d'aller un tout petit peu plus loin dans les démos, vous donner quelques conseils d'utilisation. La première, faire les issues les plus détaillées possibles pour Q. Pourquoi? C'est comme quand on vous pose une question vague, réponse vague. En fait, c'est simple, plus on est précis dans un problème, plus on est précis directement, plus c'est facile pour Q derrière, forcément d'être précis également. On ne vous l'a pas encore montré, mais je vais le faire juste après, itérer pour avoir des meilleurs résultats. En plus, on a remarqué que c'était assez fun à faire, pour tout simplement, au niveau des commentaires des issues, dire à Q, en fait, non, je voulais que tu fasses ça, non, tu modifies tel fichier, mais ça m'intéresse pas, faire ci, faire ça. Mais on fait la démo juste après. Enfin, il faut se rappeler d'un truc, le modèle qui tourne sur Code Catalyst, il n'a pas accès à Internet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous travaillez dans les langages obscurs, genre le whitespace ou les trucs comme ça, où vous utilisez la dernière API et la dernière mise à jour de la dernière API, Q, il est peut-être pas au courant.
Enfin, il n'est pas au courant d'ailleurs du tout. Donc, pour que ça marche au mieux, si jamais vous voulez tester, faire des démos de ce genre de choses, et tester ça, travailler avec des langages populaires, travailler avec des versions qui aujourd'hui sont bien installées, ce genre de choses. Et enfin, on a eu des retours. C'était hyper important qu'on vous en parle aujourd'hui sur les deux phases. On a vu une phase de planification, hein, celle qui est avec la gestion des workflows, etc., et une phase de génération du code. On sait bien aujourd'hui que la phase de planification est beaucoup plus mature que la phase de génération du code. Aujourd'hui, en demandant à Q, on n'aura pas un produit 100% fini disponible à être en prod. En revanche, de ce qu'on a vu quand même avec la pseudo-génération, enfin avec la génération de code qu'on a jusqu'à maintenant, on arrive à avoir un projet à 80% quasiment de fait, et on n'a plus qu'à, bon, loi de Pareto 80-20, hein, mais on n'a plus qu'à derrière faire des petits correctifs à droite à gauche pour faire fonctionner exactement le projet comme on veut. Bon, on va repartir sur une petite démo, mais avant de lancer ça, on va partir sur la version itérative, parce que je disais que c'était quand même plus sympa. Ce qui est important, c'est comprendre quelle est l'application que j'ai déployée. Bon, c'est une application 3 tiers, et du coup, on a un workflow de déploiement. Je vais pouvoir aller voir le workflow de déploiement pour voir où est-ce qu'il a déployé mon application, et aller voir en fait tout simplement à quoi ça ressemble. Donc, on a mon workflow de déploiement, je vais pouvoir aller voir le run qui a été fait exactement, et je vais descendre tout en bas, chercher mon site web. Heureusement, j'ai un petit bouton qui me permet d'aller voir l'app directement. Voici mon site, Mystical Misfit. J'ai plein de petits misfits qui se baladent et j'ai la possibilité de pouvoir trier ces misfits. Ils ont plein de caractéristiques, espèces, âge, est-ce qu'ils sont chaotiques ou non. Et en fait, directement, j'en ai plein. Je peux les trier, par exemple. Est-ce qu'ils sont bons, neutres ou mauvais? Est-ce que je peux voir est-ce qu'ils sont loyaux ou chaotiques? Et enfin, je peux également les voir tous en passage. Par contre, moi, il y a un truc qui me dérange, parce que j'aime bien quand les choses c'est un peu carré, c'est que là, ils sont triés, mais ils ne sont pas triés par âge. Quand je les fais voir tous, ils apparaissent. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai envie de faire une modification en disant je veux que tous les misfits soient triés par âge. Et encore une fois, moi je vais utiliser Q parce que pourquoi pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Q directement en créant l'issue, pareil que tout à l'heure. C'est comme ça que j'interagis avec lui en disant quand je fais du get all misfit, qui est mon call d'API, je veux que maintenant il soit trié par âge. Allez, on va s'amuser un peu. Ce coup-ci, on va lui demander de faire l'itératif. On ne veut toujours pas modifier un workflow, on va faire de la modification de code. Mais ce coup-ci, on va lui dire, effectivement, on risque de revenir à la charge sur des questions. Enfin, on a été extrêmement vague dans notre description. Donc ce coup-ci, Q, il va faire la même chose. Il va générer une approche, générer quelque chose, générer un background, générer une approche. On voit que dans la génération de l'approche, il modifie plusieurs éléments. Il modifie le wrapper DynamoDB, c'est passé assez rapidement, mais il faut me croire sur parole. Il modifie le wrapper DynamoDB et il modifie également l'API. Moi, ce que je veux, c'est, non, en fait, je ne veux pas modifier le data layer, je ne veux pas bouger le wrapper Dynamo, je veux juste modifier mon API. Donc, c'est ce que je vais lui dire. Non, change ton approche, ça ne me va pas. C'est ce qu'il va faire. Bon, ok, je vais régénérer mon background, c'est déjà fait, mais je vais régénérer une approche. Là, on voit qu'il modifie test model.py, test endpoint.py, et la version de mon API qui me va bien, qui s'appelle apps.py. Après, je vais dire, en fait, le modèle des tests unitaires, on n'a pas besoin de le changer non plus, en fait. Hein. Donc, change pas ce fichier. Encore une fois, j'interagis avec Q pour lui donner des éléments encore plus précis sur exactement ce que je veux qu'il accomplisse. Enfin, il va refaire, et là, on voit qu'il modifie que deux fichiers. Le getAllMisfit function, et enfin, le test endpoint.py. Ce coup-ci, ça me va, c'est ce que j'ai envie, donc je vais lui dire d'avancer. Enfin, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, il va générer le code et créer la pull request. Encore une fois, pas de magie ici, on a un tout petit peu avancé la vidéo. Enfin, je vais pouvoir aller voir cette pull request, voir à quoi ça correspond. On revoit l'approche qu'on a générée ici. On revoit l'approche qui a été générée ici. Enfin, ce que je veux de mon côté, excusez-moi. Enfin, on voit l'approche qui a été générée ici. Ce qu'on va pouvoir voir, c'est les changements. Bon, on voit déjà que Q, il est un peu comme moi, il aime bien quand ça soit bien espacé. Donc il a rajouté quelques whitespace. Chacun a ses préférences. Enfin, on voit qu'il a fait une modification de getAllMisfits pour les renvoyer directement, sorted, par âge, ce qui m'intéressait. Enfin, on voit qu'il a fait quelques modifications, beaucoup de whitespace notamment. Enfin, il a créé sur le fichier test, parce qu'il voulait tester, directement la fonction qui permettait de tester s'ils étaient bien renvoyés par âge.
En revanche, ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis l'importation en plein milieu de la fonction. Moi, j'aime pas du tout, c'est pas du tout mon style. Donc, ce que je vais faire, ce qui est quand même pas mal, c'est que je vais directement demander à Q, enfin, je vais pas refaire d'itération, je vais directement, pardon, lancer une instance Cloud9 depuis Code Catalyst. Cloud9, donc pour faire du développement en ligne avec tout un environnement et un backend cloud, je vais pouvoir directement lancer cet environnement en disant, bah, en fait, je veux récupérer cette pull request et je veux pouvoir travailler sur cette pull request depuis un environnement de développement cloud. Est-ce que c'est exactement ce que ça va faire, l'intégration entre Code Catalyst et Cloud9? Directement, j'ai accès à l'ensemble du code de cette pull request. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller modifier ce qui ne me plaisait pas dans le fichier. C'est-à-dire cette espèce d'importation de fonction. Alors c'est pas écrit en très gros, je suis désolé, mais cette importation random là, en plein milieu de la fonction. Moi généralement, je préfère les mettre en haut des fichiers, je trouve ça plus propre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement la copier là-haut, je vais corriger quelques espaces, etc. Enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais dire, bah, en fait, c'est bon, la modif, ça me va, je vais venir faire mon push de modification directement dans Cloud9. Enfin, un des faits intéressants, une fois que j'ai fait ça, je peux directement retourner sur Code Catalyst et on va aller voir que en fait, ma modification, elle est faite. Si je rafraîchis ma page directement, j'ai la modification sur le fichier qui a été faite directement. Donc j'ai pu continuer de travailler sur ma pull request dans un environnement cloud développé, enfin Cloud9 directement sur le backend. On voit bien que mon importation de random, elle est passée tout en haut. Bon, ça me va bien quand même comme exemple. Donc ensuite, on l'a pas montré là, mais ce que je vais faire, c'est que je vais merge et je vais pusher ça en prod. Si on prend quelques secondes sur ce que vient de nous aider à faire Amazon Q depuis le début, on a eu la chance de faire un README, on a eu la possibilité de modifier un workflow en rajoutant un linter, il nous a corrigé une erreur, et maintenant il a généré du code pour justement modifier mon backend, mon call d'API, pour que lorsque je fasse un get all misfit, j'ai la possibilité qu'il soit trié par âge. Bon, allez, j'ai beaucoup parlé, on a vu beaucoup de choses. Je vous laisse avec Laurent. Oui, et alors là, on va faire une petite pause, quand même. Parce que, bon, Marin, lui, il est digital native. Donc, tout va bien pour lui. Et je voudrais juste redire une phrase que Marin a dit. Et je vous laisse la redire dans votre tête. Marin, il a assigné à Q. Marin, c'est qui Q? C'est ça, en fait, l'augmentation. C'est que vous avez un nouveau membre dans l'équipe, et il s'appelle Amazon Q, et il va vous aider à aller beaucoup plus vite qu'avant, avec une qualité bien meilleure, en fait, dans ce que vous faites. Et surtout, il va vous aussi, au fur et à mesure, on le sait, hein, l'expérience, la qualité, c'est l'expérience, et l'expérience, c'est la qualité, et c'est en pratiquant qu'on progresse. Et grâce à Q, vous allez pouvoir progresser plus, donc apprendre plus. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bénéfique. Continuons sur les démos. 2 démos. Là, des démos qui ne sont pas trop dev, qui sont plus DevOps en termes de processus de développement. Une démo pour la rédaction des descriptions de pull request, chose des fois très compliquée à faire. Et une deuxième démo sur les commentaires qu'un reviewer peut vous faire sur une pull request. Donc, démarrons cette première démo. Donc ici, je fais une démo à partir d'une librairie qui s'appelle Botocore, que les utilisateurs Python connaissent forcément. C'est une librairie qui permet de mapper les services AWS, les calls de services AWS. Et donc sur ce code source que j'ai récupéré, je suis en train de faire un merge, en fait, entre 2 branches, une branche source et une branche destination. Et là, on voit tous les changements qui ont été faits par le développeur sur ce changement, en fait. Et il y a beaucoup de changements. Et beaucoup de changements qui touchent à beaucoup de codes un peu différents, beaucoup de changements qui vont toucher à des choses un peu touchy, comme du scope de variables ou des tests unitaires aussi, et puis les tokens et les credentials d'accès à l'API. Donc assez compliqué, beaucoup de fichiers. Donc pour me simplifier la vie, je vais demander à Amazon Q de me faire un résumé. Et là, en très peu de temps, je vais avoir un résumé. Alors là, ce n'est pas accéléré. Hein.
C'est le temps normal. Donc, entre ce temps-là et le temps que j'aurais mis à créer ma description, qui serait en plus, a priori, fausse, je trouve que c'est quand même pas mal. Donc là, on a toujours le moyen de contrôler ce qu'on fait, si on veut le changer. Et si on est d'accord, on met un titre, on envoie, et on envoie pour révision de la pull request. Voilà, elle est prête. Et le reviewer peut alors regarder ce qui se passe sur ma pull request. Maintenant, on va passer à la deuxième partie, qui est... On en reprend là où on était. Est-ce que la vidéo a démarré? Non. Ouais, vas-y. Donc là, on reprend là où on en était, hein, sur notre pull request, et on a reçu des commentaires. Donc, est-ce qu'elle a démarré la vidéo? Et donc, bah là, je pourrais aller regarder dans le code partout et regarder tous les commentaires qui auraient été faits. Donc, on voit bien que cette pull request, hein, comme je vous l'avais dit précédemment, elle concerne plein de fichiers, plein de changements qui sont tous un peu complexes. Là, on vient de voir les sessions Boto qui ont été modifiées quand même. Donc, c'est pas un tout petit change. Et donc là, je peux avoir plein de commentaires. On l'a vu à certains endroits. On a des commentaires faits par le reviewer. Et donc là, pareil, au lieu d'aller cherry-picker tous les commentaires, je vais demander à Amazon Q d'aller me les chercher et de me faire un résumé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire. Alors là aussi, c'est pas accéléré, hein, c'est le temps normal. Et là, on voit qu'il va vous faire des commentaires sur le fait que il y a des changements sur des scopes de variables qu'il faudrait regarder d'un petit peu plus près. Il y a des testus et des problématiques de credential frozen qu'il va falloir regarder aussi d'un peu plus près. Donc on voit qu'il a récupéré bien tous les commentaires qui étaient nécessaires sur cette pull request afin de pouvoir réitérer et corriger ce qui doit être corrigé. Donc, maintenant, vous savez que Code Catalyst et Amazon Q peuvent vous aider, et c'est à vous de jouer. C'est à vous d'aller vous créer un compte sur Amazon Code Catalyst. C'est assez simple à faire. Allez créer un espace, allez créer un projet, et commencez à utiliser Amazon Code Catalyst avec Amazon Q, en assignant justement des idées à Q, votre ami, votre nouvel ami, le nouveau membre de votre équipe, et puis regardez comment les résumés de pull request sont faits et comment les commentaires de pull request sont aussi faits. Vous verrez, c'est assez bluffant. Même, moi, au début, ça a été un petit peu déstabilisant, pour tout vous dire. Je m'y habitue de plus en plus tous les jours, mais c'est vrai que quand on a un petit peu d'âge, on se dit waouh. Et donc, accélérez vos livraisons. Voilà. Et en tout cas, ce n'est pas votre première session de la journée, vous avez probablement déjà vu cette slide. N'hésitez pas, c'est une plateforme Skill Builder qui permet d'en apprendre beaucoup plus sur les sujets sur lesquels on traite. Il y a pas mal de cours en ligne, etc., qui sont disponibles. Il y a également Training and Certification qui a son propre polo au Summit, son propre stand, voilà, ça sera mieux, au Summit, qui sont présents, donc n'hésitez pas à aller les voir, ils auront beaucoup d'informations aussi là-dessus. Merci énormément de nous avoir écoutés. Si vous avez l'habitude de nos sessions, n'oubliez pas de nous laisser un feedback. Feedback is a gift. Alors, on sait qu'il y a un petit problème d'access denied parfois sur ce QR code, mais dans ce cas, directement dans l'application, vous pouvez donner au niveau de la session votre feedback. Ça nous aura énormément déjà à savoir si on a été sympa ou pas, si c'était intéressant, si derrière vous voulez d'autres sessions de ce type, ou pas d'ailleurs, justement, s'il faut les changer ou il faut les travailler plus encore. Et merci beaucoup de votre attention. On a été franchement quasiment pile à l'heure. Avec Laurent, on va rester à peu près 5-6 minutes juste en bas de l'estrade si jamais vous avez la moindre question. Et merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, bonne journée.